Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Nicolas Metzdorf, le député de la seconde circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans 3 jours, le 19 juin, ce sera le premier anniversaire de votre élection à l'Assemblée nationale. Vous en avez dressé le bilan il y a quelques jours. Et en fait, Nicolas Metzdorf, vous êtes plutôt satisfait de cette première année ? Oui, je pense que c'est important de fêter les noces de Cotin, les 1 an de mariage avec l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais régulièrement des bilans lors de mes mandats. Je le faisais quand j'étais maire de la Foix, je l'ai fait quand j'étais au gouvernement en charge de l'agriculture aussi. Parce que ça permet un petit peu de me retransmettre à tout le monde une information globale. Parce que généralement, l'actualité noie l'actualité et on oublie rapidement. Et donc, je pense que c'est important de revenir sur ce qui a été fait. Et on a bien travaillé la première année à l'Assemblée nationale. On a prolongé la défiscalisation, on a mis en place le service national universel, on a eu cette loi de programmation militaire qui vient renforcer les effectifs en Nouvelle-Calédonie. Donc je pensais que c'était important de le dire aux Calédoniens. Oui. Et vous allez faire ça tous les ans ? Oui. Eh bien, écoutez, je ne sais pas c'est quelles noces les 2 ans de mariage, je vérifierai. Vous aurez le temps de vérifier ça d'ici là. Je vérifierai, mais je vais faire ça à chaque fois, oui, parce que je crois que c'est une manière aussi de gagner, de garder la confiance avec les électeurs, de montrer ce que l'on fait. Parce que généralement, on l'entend très bien, une fois que vous êtes élu, on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Eh bien, on essaye à travers ça de garder ce lien qu'on a tissé pendant une campagne électorale et qu'il faut maintenir tout au long d'une mandature. Alors en 1 an, on imagine que vous avez appris énormément. C'est quand même un vrai changement, des déplacements permanents entre Paris et la métropole, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quels sont les changements les plus importants pour vous, pour votre vie même ? Le niveau parisien, le niveau de l'Assemblée nationale est très élevé. On a quand même affaire à l'élite de la République en termes de politique, d'hommes et de femmes politiques. Et tout de suite, on se rend compte que si on ne travaille pas et qu'on ne se met pas au niveau dans tous les domaines, on va vite être décroché. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, j'ai été élu député, je suis élu depuis 10 ans maintenant, je suis dans le paysage. En France métropolitaine, j'ai retrouvé le besoin de lutter pour essayer de sortir du lot et ça fait du bien. Pour essayer de faire votre place, d'avoir votre place. Pourtant, on dit aussi que le niveau de la représentation nationale a baissé en France par rapport à il y a quelques années. On a été beaucoup marqué pendant cette première année de la législature par l'attitude des députés de la France insoumise, etc. Vous considérez-vous qu'il y a quand même un bon niveau encore à l'Assemblée ? Malheureusement, je n'ai pas assez d'historique pour dire si le niveau a augmenté ou qu'il a baissé. Ce qui est sûr, c'est que la France insoumise joue les perturbateurs. Mais même là, dans ce rôle-là, ils sont bons, ils le font exprès. Et il n'y a pas que la France insoumise. Je rappelle qu'ils sont 70 sur 577 députés. Et il y a tout le reste. Il y a des excellents députés dans la majorité présidentielle, bien sûr. Chez les LR également. Au Rassemblement national, il y en a quand même qui sont assez forts. Donc, je trouve quand même que la France, du coup, a une belle démocratie, a une belle machine républicaine qui fonctionne quand même. Et moi, ça m'a rassuré aussi en tant que Français de me dire, il y a quand même des gens de haut niveau qui gèrent la République française. Alors, on les critique souvent, on n'est parfois pas d'accord avec eux, mais quand même, on a affaire à des gens qui ont de la culture, qui ont de l'éducation, qui ont un sens politique et qui ont une connaissance de la France dans sa globalité, puisque beaucoup connaissent la Nouvelle-Calédonie et son histoire. Alors, certains parlent quand même de minorité présidentielle, plutôt que de majorité présidentielle. Une Première ministre qui utilise le 49.3 à 17 reprises déjà. Est-ce que c'est pas très sain quand même ? Vous pensez que ça peut durer longtemps ? Écoutez, j'ai envie de dire qu'on trouve un système calédonien, puisqu'ici... C'est rassurant ? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a permis de m'adapter très vite, puisque vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on fonctionne à la proportionnelle, donc on n'a jamais de majorité au Congrès, par exemple. On n'a pas 50% plus un élu pour dominer totalement l'Assemblée, donc on est obligé de constituer des majorités d'idées. C'est ce que connaît la France pour la première fois dans la Ve République. Ça nécessite effectivement de travailler différemment parce qu'ils avaient l'habitude de passer en force les différentes majorités. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de majorité qui se construit tout doucement avec les Républicains, qui sont eux aussi un parti historique de gouvernement, donc qui n'ont pas tendance à tomber dans l'opposition systématique et qui cherchent aussi à trouver des compromis. Donc c'est plus difficile qu'auparavant, c'est pas la culture de la France métropolitaine.
Mais on y arrive parce que, comme je le disais, c'est beaucoup d'élus avec le sens des responsabilités. Vous savez, c'est comme au Congrès finalement. On parle beaucoup des lois qui font polémique. On va parler de l'âge de départ à la retraite, par exemple. Mais 90% des lois qui sont présentées à l'Assemblée nationale passent à une très large majorité parce que c'est tout simplement du bon sens ou c'est pour améliorer le bien-être des Français. On a beaucoup parlé à un moment d'hypothèse de dissolution de l'Assemblée nationale, ça semble écarté pour l'instant. En revanche, on parle beaucoup de remaniement. Comment, à votre avis, va évoluer la vie politique nationale? Est-ce qu'il y a une majorité alternative qui va être trouvée? Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que vous êtes un observateur de premier plan, quand même. Oui, je crois qu'un remaniement est nécessaire parce que je crois que la Première ministre sort usée de la réforme des retraites. On entend plusieurs noms qui sont sur le papier. On entend Julien Denormandie, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, qui était son ministre de l'Agriculture. On entend Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est un proche aussi du président de la République. On entend, et là, il aura tout mon soutien si c'est lui, Sébastien Lecornu, que les Calédoniens connaissent bien et qui a fait ses preuves au ministère des Armées en votant notamment cette loi de programmation militaire, là aussi qui a été votée une très large majorité, qui n'a pas fait polémique. Donc, il y a ces trois noms qui ressortent. Alors après, le président de la République, comme c'est un homme plein de surprises, il peut trouver une quatrième personne ou maintenir Elisabeth Borne. En tout cas, moi, ma position au sein de la majorité présidentielle, c'est de dire qu'il faut renouveler au moins le Premier ministre et puis chercher quelqu'un qui pourra bâtir des compromis plus facilement avec les LR. Alors, dans votre bilan d'un an après votre élection, vous parlez d'un an au service des Calédoniens et un an au service de la France. Concrètement, pour les Calédoniens, d'abord, quelles sont les actions essentielles que vous avez menées en leur faveur et que vous voudriez qu'ils retiennent et dont vous êtes le plus fier, si je peux dire? Oula, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a les mesures d'urgence que je note qui m'ont permis de soutenir ceux qui étaient en difficulté. Je pense notamment aux bans alimentaires, puisqu'on a obtenu une enveloppe de plus de 200 millions pour aider les familles les plus démunies en Nouvelle-Calédonie. Et c'est de l'argent qui a été trouvé lors de l'examen du budget 2023, sur un de mes amendements d'ailleurs. Donc c'est de l'argent qui va être reversé via la province sud aux associations qui sont dans le caritatif pour aider les plus démunis. Il y a eu l'aide aux agriculteurs après le phénomène La Niña, alors que ce n'est pas la compétence de l'État. Il y a eu le Pass Culture, sa mise en place pour aider les jeunes Calédoniens à s'intéresser et à accéder à la culture littéraire, musicale. Donc ça, c'est des mesures, on va dire, pas d'urgence, mais obtenues, on va dire, en bataillant à l'Assemblée. Et puis il y a les sujets de fond qu'on a réussi à amener, et dont je n'ai pas été le seul responsable, bien évidemment, mais c'est un travail collectif. Je pense bien sûr au service national universel qu'on a voté dernièrement à la province sud, où Sonia Backes m'a beaucoup aidé parce qu'elle a eu l'avantage de siéger à la fois au gouvernement de la République et en étant présidente de la province. Donc elle a pu mettre en œuvre cette mécanique que j'avais initiée auprès de la ministre en charge, Sarah El Haïry. Il y a eu la prolongation de la défiscalisation nationale en soutien des entreprises calédoniennes en Nouvelle-Calédonie qui devait s'arrêter en 2025. Et donc, c'était la fin de la visibilité pour nos entreprises. Ça a été prolongé jusqu'en 2029 contre l'avis du gouvernement. C'est-à-dire que, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a une vraie séparation des pouvoirs à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, c'est le gouvernement. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. Et le gouvernement, par la voix de Gabriel Attal, avait refusé que la défiscalisation nationale soit prolongée dans les Outre-mer parce qu'il voulait en faire un audit. Eh bien, on a été contre l'avis de notre propre ministre et on l'a prolongé quand même. Et puis, il y a cette fameuse loi dont on parlait il y a quelques instants de Sébastien Lecornu, la loi de programmation militaire qui vient renforcer considérablement les moyens militaires dédiés un au Pacifique et deux en particulier à la Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez pris votre place, vous le disiez, à l'Assemblée nationale quand même, dans le groupe Renaissance, vous avez un certain nombre de responsabilités. Vous êtes notamment vice-président d'une commission d'enquête pour lutter contre la vie chère dans les Outre-mer. Oui. Là, on va vous dire que franchement, ça avance pas beaucoup, si. Oui, alors c'est des députés qui se font plaisir en initiant des commissions de la sorte. Moi, ça me permet de parler de la Nouvelle-Calédonie. Ça me permet, parce qu'on est un petit peu à part, comme on est très autonome sur les questions économiques et en matière fiscale, on est un peu vu comme le laboratoire. C'est-à-dire qu'on a fait des choses que jusque-là les autres Outre-mer n'avaient pas fait. On n'a pas fait des choses que eux ont fait depuis longtemps. Donc
C'est une commission où on permet l'échange entre les députés ultramarins et puis on auditionne Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, on auditionne Jean-François Carenco, les acteurs économiques comme les compagnies aériennes, comme le transport maritime, CMA, CGM. Finalement, qu'est-ce qu'on constate, qu'on partage dans tous les Outre-mer, c'est qu'on est loin, que le transport maritime joue un grand rôle dans la vie chère et que notre faible population avec le faible marché ne permet pas de développer autant la concurrence que sur un grand continent. Et donc, c'est des mesures de régulation qui permettent de lutter contre l'inflation. Donc voilà, c'est une commission qui est intéressante, mais qui évidemment fait toujours polémique parce qu'on s'attend toujours à ce que du coup les prix baissent de 50% dans les jours qui suivent, mais malheureusement, c'est jamais le cas. Et ces mesures de régulation, elles vont se concrétiser, elles peuvent concerner directement la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que c'est plus les départements d'outre-mer qui sont concernés? C'est en premier lieu les départements d'outre-mer, parce que l'État a toutes les compétences dans les départements d'outre-mer. Quand vous êtes à la Guadeloupe, c'est comme si vous étiez en Corrèze ou en Bretagne. La Nouvelle-Calédonie, on est le territoire le plus autonome de toute la République, même plus que la Polynésie française et que Wallis et Futuna. Donc nous, il y a moins de choses qui nous concernent, mais quand même le transport maritime, la place prépondérante de cette compagnie, CMA CGM, la question de la fiscalité à l'entrée, dont on peut s'inspirer ou pas de ce qui se fait dans les autres outre-mer, la question de la place de l'autorité de la concurrence dans nos territoires. Il y a quand même des sujets qui nous concernent et sur lesquels il faut être vigilant. La place des compagnies aériennes d'ailleurs, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un avion qui vole en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, c'est tous ces sujets qui concernent le quotidien des Calédoniens et qui sont pour moi importants. Vous aviez brigué la présidence de la délégation Outre-mer. C'était le député Polynésia Brotherson qui avait été élu. Il n'est plus député puisqu'il est président du gouvernement de Polynésie. Ça vous intéresse éventuellement? Vous allez de nouveau essayer de présider cette délégation? Non, parce qu'il ne faut pas aller dans des combats quand on constate qu'on ne peut pas les gagner, puisque aujourd'hui, il n'y a pas assez de députés ultramarins de la majorité présidentielle pour qu'un député de la majorité soit élu, tout simplement. Donc on va faire en sorte d'essayer d'éviter qu'un député de la NUPES, indépendantiste, guyanais ou martiniquais ou encore tahitien ne soit élu. On va essayer de faire élire des députés plutôt de droite, ultramarins, notamment ceux de Mayotte, qui défendent très bien l'appartenance des Outre-mer à la France. C'est en cours de négociation. C'est un jeu de billard à 3 bandes, comme toutes les élections. Donc écoutez, là pour l'instant, on vient de faire une bande, il en reste encore une ou deux. Ce sera quand l'élection? On a une idée déjà? C'est la semaine prochaine, c'est vendredi. D'accord. Dans votre bilan, il y a donc aussi 1 an au service de la France. Comment ça se traduit? Parce que les Calédoniens regardent peut-être d'abord comment vous travaillez pour la Nouvelle-Calédonie. 1 an au service de la France, c'est quoi pour un député calédonien? C'est un axe que j'ai pris et qui n'est pas forcément bien compris ou qui n'est pas forcément bien soutenu par tout le monde sur le territoire. C'est que je considère que je suis aussi un député de la nation et qu'il ne faut pas que je m'enferme dans uniquement les questions calédoniennes, puisque lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, un député de la Corrèze, un député de la Bretagne, il ne parle pas que de la Corrèze ou de la Bretagne. Il parle de l'intérêt de la France dans son ensemble. Et quand on est un député, on est d'abord un député de la France, même si on est élu par une circonscription de cette même France. Et donc, pour gagner le respect de mes pairs, je crois que je dois me mettre au même niveau qu'eux. C'est-à-dire que je dois pouvoir avoir une discussion sur l'âge de départ à la retraite, même si ça ne nous concerne pas. Je dois avoir une position sur l'immigration en France. Je dois avoir une position sur l'insécurité et de travailler sur ces sujets-là. C'est pour ça que, notamment, dès mon arrivée, j'avais pris la question du conflit en Ukraine et de l'impact que ça avait sur l'immigration en France de réfugiés ukrainiens. Et ça avait beaucoup surpris positivement mes confrères parce qu'ils se sont dit « Mais comment ça se fait que tu t'occupes de ça, toi qui viens de Nouvelle-Calédonie ?» Et je leur disais « Mais nous, la Nouvelle-Calédonie, elle est française, donc ce qui concerne la France, ça me concerne. » Et c'était très bien accueilli, comme je le disais. Et du coup, ils me font le retour de coutume, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand je ne suis pas à l'Assemblée nationale et qu'il y a des choses qui concernent la Nouvelle-Calédonie, ils montent au créneau pour moi, ils défendent le bout de viande. Et c'est comme ça qu'on a obtenu les 120 millions pour le Pass Culture. Je n'étais pas en séance publique à ce moment-là. Et c'est mes collègues métropolitains qui ont dit il faut absolument le Pass Culture pour la Nouvelle-Calédonie, pour notre collègue Mesdorf, et ils l'ont voté. Donc, vous leur avez appris la coutume aussi? Oui, alors... ça va mettre un peu plus de temps que pour un Calédonien, mais en tout cas, je suis, blague à part, très étonné
est très surpris de voir la connaissance qu'ils ont de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on aime souvent dire ici que, là-bas, ils ne savent pas qu'on est français, ils se demandent si on parle français, si on ne vit pas dans des huttes ou dans des cases sans électricité. Alors, pas du tout. C'est là où je disais c'est du gros niveau. Ils connaissent la Nouvelle-Calédonie, ça vous sait. Et puis, en plus, ils connaissent son histoire, ils connaissent la problématique politique avec les 3 référendums, avec les difficultés des discussions qu'il y a sur l'avenir, etc. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir discuter de la Nouvelle-Calédonie avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? 1 an, c'est court, hein. Vous avez un mandat de 5 ans. Quels sont les objectifs que vous fixez pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser pour la Calédonie? Moi, mon objectif, à la fin de ma carrière politique, parce que je ne vais pas passer ma vie à faire de la politique. Hein, je parle de la fin de votre mandat, oui, pas de la fin de votre carrière politique. J'y viens, Elisabeth Noir. C'est que les gens se disent, partout où il a été, il a fait le travail pour nous. Il a travaillé pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je veux qu'on retienne ça du mandat de député. Donc, je continuerai à travailler, à porter le projet, je l'ai dit, d'une nouvelle prison dans le Grand Nouméa, parce qu'aujourd'hui, le camp Est ne répond plus aux besoins qu'on a de limiter la délinquance. Je continuerai à travailler sur la transformation du prêt en subvention pour le gouvernement local parce qu'on a besoin d'un souffle économique nouveau. Donc je veux qu'à la fin, les gens disent on a voté pour lui, il a fait le taf. Vous y croyez vraiment, la transformation du prêt en subvention? Si j'y croyais pas, je le dirais pas. Non, mais dans l'état où sont les finances publiques, dans la volonté, semble-t-il, de... Alors ça aussi, il faut arrêter. Les finances publiques vont bien. Non, mais c'est pas ça. Les finances publiques en métropole sont comme partout en Europe et en Occident de manière générale. C'est compliqué. Mais la Calédonie pèse à rien là-dedans. Et les Outre-mer, de manière générale, ne pèsent à rien. L'État verse 1,5 milliard d'euros à la Nouvelle-Calédonie par an. 1,5 milliard. La loi de programmation militaire pour les Outre-mer, c'est 13 milliards. Rien que pour l'armée, dans les Outre-mer, la France met 13 milliards. En tout et pour tout, la France met 413 milliards d'euros pour l'armée, pour son armée française. Donc, la Nouvelle-Calédonie, s'il faut gratter 100, 200, 300 millions d'euros, c'est pas le sujet finalement. Ça coûte tellement peu. Moi, je me rappelle, alors vous savez, j'en suis fier. Je parle de mon pass culture à 120 millions, de mon aide aux agriculteurs pour 235 millions de francs CFP. Ça fait 1 ou 2 millions d'euros à chaque fois. Et mes collègues me disent, mais tu demandes que ça? Mais je dis, mais attendez, mais c'est énorme pour nous. Ils me disent, quand même, nous, on fait des amendements à 10, 20, 30, 40 millions d'euros, donc à des centaines de millions, plus que moi, à plusieurs milliards de francs CFP. Donc, il faut arrêter de se dire, et ça, c'est le discours indépendantiste, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, la France va mal, donc ils ne vont pas nous donner de sous. Non, la Calédonie coûte pas cher, et c'est d'ailleurs, lors du bilan de l'accord de Nouméa que l'on a constaté cela, la Nouvelle-Calédonie est en plus un des territoires qui coûte le moins cher à la France par habitant. Donc, pour en revenir à votre question, la réponse de l'État sur la transformation du prêt en subvention ou sur les 13 milliards qu'a été demandé Louis Macron... C'est ce que j'avais demandé. Il attend toujours son chèque de 13 milliards. Oui, mais que nous dit l'État? C'est pas qu'ils n'ont pas de sous, c'est qu'ils veulent que d'abord on règle la question politique. C'est-à-dire qu'ils nous disent on ne va pas vous faire des chèques en blanc indéfiniment et que vous continuez à refuser de vous parler sur l'avenir institutionnel. Donc réglez le problème de l'avenir institutionnel, mettez-vous d'accord sur le corps électoral, sur l'autodétermination, sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur les provinces ou pas de provinces. Et une fois que vous aurez fait tout ça, il n'y a pas de problème, on vous aidera à relancer l'économie, à faire les chèques. Mais pour l'instant, pas de chèque en blanc. Et ça s'entend. Et ça s'entend. Parmi les projets que vous avez également, dont vous avez parlé déjà, c'est le service militaire comme alternative à la prison. Oui. Ça se traduit comment? Alors ça, c'est une... Et c'est cohérent, c'est soutenu par le ministre des Armées, Ça bouge un peu au ministère des Armées. Le ministère de la Justice aime bien, le ministère des Armées aime moins bien, mais je fais confiance à Sébastien Lecornu pour mettre de l'eau dans son vin. En fait, je fais une proposition qui est très simple, qui concerne toute la France. Hein. C'est la modification du code pénal. Les députés de la Nation qui s'expriment. Je propose qu'il y ait une nouvelle alternative de peine qui soit créée pour les délits mineurs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui est condamné à 1 an de prison ou moins arrive devant le juge pourrait lui soumettre de choisir entre soit d'aller en prison, soit d'intégrer l'armée. Voilà. Pour 1 an. Pour 1 an. Et je voudrais qu'on expérimente ça d'abord dans les Outre-mer et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une proposition de loi que je porte avec Mansour Kamardine, le député de Mayotte des Républicains. Je m'assure qu'on ait une majorité sur ce texte. Il faut encore que ça discute en interne chez moi, la majorité présidentielle, parce que bien évidemment,
Ça pose une question budgétaire pour le ministère des Armées, qui paye, qui fait quoi. Mais je veux aller au bout sur cette proposition de loi et j'espère que lors de mon prochain voyage, je pourrai l'annoncer dans les médias nationaux. Mais j'y travaille. Alors, dans votre bilan, vous parlez aussi d'1 an pour bâtir l'avenir de notre territoire. Le 3e référendum a eu lieu il y a 18 mois maintenant, c'était il y a quelques jours. Franchement, vous avez le sentiment que les choses ont avancé? On va pas dire 18 mois, on va même dire en 1 an depuis que vous êtes élu? Elles ont mis du temps, mais ça a bougé dernièrement. Et je crois qu'il est désormais temps d'être dans un moment d'optimisme. Puisque Gérald Darmanin, sur nos conseils à nous, loyalistes, a fait des propositions, a pris les choses en main et a dit voilà où je veux aller. Parce que comme vous n'arrivez pas à discuter entre vous, moi, l'État, ma position, c'est ça. Et donc tout le monde réagit par rapport à ça. Et ça a fait avancer la discussion. Donc on a entamé une dynamique de négociation qu'on n'avait pas eue jusque-là. Donc on est en négociation avec les indépendantistes et l'État en ce moment. Donc c'est en ça qu'aujourd'hui il y a une avancée positive. Je note également que sur le corps électoral, on arrive à obtenir finalement ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire un corps électoral glissant. Une ouverture en tout cas. Une ouverture du corps électoral, mais un corps électoral glissant. La question qui se pose maintenant, c'est glissant à combien de temps? Pour nous, 10 ans, c'est encore trop élevé. Parce que les 10 ans qui avaient été trouvés lors de l'accord de Nouméa, c'était de manière transitoire jusqu'à temps que l'accord de Nouméa finisse. Maintenant, comme on sera dans un statut définitif, on considère que 10 ans, c'est beaucoup trop élevé. Donc, on continue de nous porter les 3 ans glissants. Gérald Darmanin a proposé 7. Je trouve que les indépendantistes ont fait un pas en disant on est d'accord pour glissant à 10 ans. C'est pas clair, hein, franchement. Alors, ils disent qu'on entende l'UC ou le Palika, ils disent pas exactement la même chose. C'est pas très rassurant pour l'instant leur position. Alors, ce que vous dites est vrai. L'UC comme d'habitude. Ils disent dehors ce qu'ils ne disent pas dedans. Ils disent pas dehors ce qu'ils disent dedans. C'est pas des partenaires très fiables jusqu'ici. Par contre, je crois que ça a beaucoup énervé le Palika et je crois que c'est pour ça que le Palika a communiqué de manière beaucoup plus claire. Comme je le disais, les 10 ans, ça ne nous va pas, c'est beaucoup trop, mais au moins, on sent quand même qu'on va pouvoir discuter. Parce que quand Jean-Pierre Djaïoué dit « Ok, 10 ans glissant » au moment de la réunion avec Gérald Darmanin et qu'il fait une AG du Palika et qu'il dit dans les médias « On a dit oui pour 10 ans glissant », c'est rassurant pour nous parce que ça veut dire que lorsqu'on tape dans la main d'un homme politique de cette trempe, eh bien, il le dit à ses militants. On n'a pas tapé dans la main, mais on a ouvert la discussion. Donc, je crois que si le Palika continue sur cette voie-là et qu'il marginalise l'UC ou qu'il l'emmène l'UC avec lui, on va pouvoir commencer à avoir des discussions enfin sérieuses. Parce que je rappelle que jusqu'ici, on ne discutait même pas de ces sujets et la question était de savoir quand est-ce qu'on se voit, où qu'on se voit, comment on se voit. Bon, on a fini ces discussions-là, maintenant c'est calé, c'est clair, les sujets avancent. Donc nous, on est toujours sur une position très vigilante parce qu'on sait très bien que si, par exemple, Jean-Pierre Djaïoué dit OK pour les 10 ans glissants, il va arriver par derrière, parce que ce sont quand même des gens très intelligents qui veulent l'indépendance quand même, ils vont vouloir nous faire avancer sur d'autres choses, notamment les transferts de compétences sur lesquels nous sommes très opposés. Donc, mon sentiment est qu'il faut être positif parce que les choses avancent, mais qu'il faut aussi être hyper concentré parce que comme elles avancent, c'est maintenant que ça se joue. Donc il faut être vigilant sur l'ensemble des points. Et notamment dès le mois d'août, avec les trilatérales qui devraient pouvoir se tenir éventuellement à Paris, ce sera là vraiment le début des négociations sur le futur statut? Oh, mais non, mais on peut dire que les négociations ont commencé. Hein. Non, mais franchement, entre nous, les négociations ont commencé. Vous dites, vous, que les trilatérales ont déjà lieu de parce toute que façon. Pour l'instant, c'est une question d'affichage des indépendantistes par rapport à leurs militants. Bon, ok. Mais quand on est à 3 au Saria et quand on fait des bilatérales et que finalement Gérald Darmanin fait le go-between, les négos commencent. Et la prochaine séquence n'est pas en août, mais fin juillet avec la venue du président de la République. Le président de la République ne fera pas de bilatéral, mais il vient avec Gérald Darmanin qui, lui, en fera, parallèlement à la visite du président de la République. Donc, en fait, on est rentré, comme je le disais, dans une dynamique de négociation qui ne va pas s'interrompre. Et on va se voir très souvent, soit à Nouméa, soit à Paris. Donc, les Calédoniens qui nous écoutent doivent savoir qu'ils vont nous entendre beaucoup parler de tout ça. Et il faut qu'ils s'attendent aussi à ce que ça bouge, à ce que ça évolue, positivement, négativement, qu'à un moment, on soit plutôt satisfait, qu'à d'autres, on soit plutôt en colère
par rapport à ce qui se passe parce que nous sommes dans la phase de négociation. Je trouve que globalement, c'est une phase de négociation qui va dans le bon sens pour les non-indépendantistes parce qu'il y a clairement, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à votre micro, il y a clairement un État qui veut que la France reste dans le Pacifique au travers de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le message du président de la République à Gérald Darmanin, j'imagine qu'il est très clair, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit rester française pour toujours ou pour très 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 longtemps. C'est ce qui va venir réaffirmer en juillet. Je pense, parce que vous savez, j'aime à dire que le plus grand ennemi des indépendantistes, il s'appelle Xi Jinping. C'est l'empereur chinois. C'est-à-dire que comme la Chine est devenue une superpuissance au même titre que les États-Unis, et qu'aujourd'hui la géopolitique mondiale se joue dans l'Indo-Pacifique, les Américains, appuyés des Australiens, des Néo-Zélandais, mais aussi des Indiens et des Japonais, veulent que l'Europe vienne les appuyer dans leur, on va dire, conflit économique et géopolitique avec la Chine. Et le seul pays européen du Pacifique aujourd'hui, depuis le Brexit, c'est la France. Donc, finalement, la France n'est présente dans l'Indo-Pacifique que par ses territoires d'outre-mer, que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Je n'oublie pas Wallis et Futuna non plus. Et donc, finalement, c'est les intérêts du monde et les intérêts de la France et de l'Europe qui font que nous allons rester français pour un très long moment. On serait dans les années 70 ou 80, à une époque où les yeux étaient tournés vers l'Afrique historiquement, et puis on était dans les décolonisations, parce qu'il ne fallait surtout pas que l'Algérie, que les autres... finalement, colonies d'Afrique restent françaises parce qu'on aurait fini par avoir un président de la République africain, donc il fallait décoloniser et donner les indépendances. On est rentré dans une autre phase du monde et aujourd'hui, les indépendances des anciennes colonies françaises ne sont plus du tout à l'ordre du jour pour les intérêts de la nation. On va revenir à l'actualité politique, oui. Politicienne peut-être calédonienne, avec dans l'actualité ce budget de la Nouvelle-Calédonie déclaré insincère et frappé d'illégalité. C'est ce qu'a annoncé, ça a été rendu public hier sur la base d'un courrier du Haut-Commissariat. Le gouvernement, lui, relativise les choses, il parle d'insincérité technique. Pour vous, c'est vraiment c'est grave, c'est un fait important que ce budget soit insincère? J'ai beaucoup aimé Yannick Slamette hier soir à la télévision. Je trouve qu'il il a réussi à faire du David Copperfield. Il a sorti des lapins de son chapeau. Yannick Slamette a expliqué plusieurs choses. Il a expliqué que c'était pas lui qui avait rendu le budget insincère. C'était Christopher Gigès. Parce que lui, il a pris ce que lui avait donné Christopher Gigès. J'ai envie de lui dire, à quoi il sert alors le ministre du budget? Non, parce que j'ai été membre du gouvernement en charge du budget, 2 ans, 2017 et 2018. Vous êtes le méchant. Vous dites non tout le temps. Le ministre du budget, il dit non à tout le monde. Parce qu'il est le garant de l'équilibre budgétaire. Forcément, le ministre de l'Agriculture, il va venir en lui disant « je veux tout ça ». Le ministre de l'Énergie va venir en lui disant « je veux tout ça ». On dit membre du gouvernement. Oui, pardon, membre du gouvernement. Et le membre en charge du budget, lui, il dit non. Il dit non et il s'appuie sur sa direction du budget et la direction des affaires juridiques pour dire non. Donc, soit M. Slamette est incompétent et il n'a pas vu l'insincérité, soit il est de mauvaise foi et il l'a laissé passer pour gonfler les recettes. Mais à un moment donné, sa direction du budget lui a dit, M. Slamette, il y a une convention qui n'est pas signée, on ne peut pas inscrire les recettes. Quand une convention n'est pas signée pour inscrire des recettes, on n'inscrit pas les recettes. Et ça, c'est quelque chose que la direction du budget sait. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait des budgets en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui est su. Donc, le membre du gouvernement en charge du budget, il ne peut pas dire « j'ai pas vu » ou « je ne savais pas ». Il le savait très bien. Il a volontairement laissé gonfler les recettes pour pouvoir inscrire ses dépenses. Reste que c'est une insincérité technique, qu'il suffit d'une délibération modificative. Est-ce que vous ne l'avez pas un peu surjoué, l'opposition, votre rôle d'opposition en dénonçant la gestion des indépendantistes? Non, mais attendez. La sincérité technique, c'est l'élément de langage de Yannick Slamette. Il n'y a pas d'insincérité technique ou d'insincérité politique. Il y a une insincérité. Le budget, il est sincère ou il est insincère. L'État dit le budget est insincère, comme nous l'avions dit. Donc on ne surjoue pas. À la limite, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Enfin, pardon, mais l'État nous donne raison quelques mois après. On l'avait dit tout de suite que le budget était insincère, parce qu'ils avaient mis des dépenses qu'il ne fallait pas mettre, ils n'avaient pas mis des dépenses qu'il fallait mettre, ils n'avaient pas obtenu l'aide de l'État parce qu'ils demandaient l'indépendance le samedi et les sous de la France le dimanche, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc,
Maintenant que l'État le reconnaît, nous on dit juste, eh bien voilà, eh bien voilà. Donc après Yannick Slamet, je trouve que c'est quand même osé de remettre ça sur un membre du gouvernement de l'opposition. Alors vous vous rendez compte, si c'est les membres de l'opposition, membres du gouvernement de l'opposition qui rendent les budgets insincères, enfin franchement, le gouvernement Mapou, il faut qu'il démissionne tout de suite, hein, si c'est ça, si tel était le cas. Hein. Donc je trouve qu'il a été de mauvaise foi et que effectivement maintenant, comme à chaque fois qu'il y a une insincérité budgétaire, il faut modifier le budget. Et donc il faut repasser effectivement par le Congrès. Christopher Gélas a répondu sur votre antenne en disant que Yannick Slamet était insincère comme son budget. Donc, voilà, je trouve qu'il a trouvé la bonne formule. avant de conclure ce magazine, Nicolas Metzdorf, un autre fait d'actualité sur lequel je voulais vous entendre, ce sont les élections sénatoriales le 24 septembre prochain. On a appris relativement récemment que Sonia Backès était candidate à ces élections. C'est normal alors qu'elle est déjà présidente de la Province Sud, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Ça n'est pas beaucoup, vous soutenez sa candidature. Hein. Oui, parce que Sonia Backès, dans le dispositif qui est le sien aujourd'hui, elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas élue ministre, elle est nommée. Donc quand il y a un remaniement, elle peut sortir du gouvernement, et si elle sort du gouvernement, elle sort de Paris, et donc elle revient, j'allais dire entre guillemets, simple présidente de province. Je crois que ça serait une erreur de notre part, à nous les non-indépendantistes, parce que quand on a la chance d'avoir une Calédonienne ministre, il faut garder cette plus-value là-bas à Paris. Ça serait dommage qu'au bout d'un an ou deux, elles doivent revenir. Parce que quand on est ministre, on a beaucoup plus de réseau qu'un député ou qu'un sénateur. On est en lien direct avec le président de la République, avec la première ministre, avec Gérald Darmanin. On voit tout de suite la proximité que Sonia Backès a avec Gérald Darmanin. Les députés et les sénateurs vous courent après pour obtenir des budgets pour leur circonscription, etc. Et donc, si jamais, parce qu'il faut réduire le nombre de ministres, parce qu'il faut changer le casting, parce que c'est très politicien un remaniement, Sonia Backès doivent sortir du gouvernement, il ne faudrait pas qu'on perde tout cet avantage qu'on a su créer cette dernière année. Donc il faut, j'ai utilisé le terme, il faut la sanctuariser à Paris de manière à ce que la Nouvelle-Calédonie en profite le plus longtemps possible. Donc je trouve qu'au-delà de notre alliance politique, parce qu'on sait très bien que Génération ANC et les Républicains calédoniens sont des alliés au sein des loyalistes, au-delà de lui rendre le soutien qu'elle m'a octroyé aux élections législatives, je pense que quand on est un Calédonien qui défend la Calédonie française, il faut voter Sonia Backès, quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres. Mais il y a 2 sièges à pourvoir. Hein. Alors on parle d'une sorte de ticket majorité présidentielle des Républicains. Vous inscrivez dedans ? Je crois que c'est nécessaire. C'est un ticket qui a toujours fonctionné en Nouvelle-Calédonie puisque les grands électeurs non indépendantistes sont répartis entre 2 gros blocs. On va dire ceux qui sont de la mouvance loyaliste et ceux qui sont de la mouvance les Républicains, enfin ceux qui sont de la mouvance du coup majorité présidentielle et les autres des Républicains. Donc si on veut être sûr de battre les indépendantistes, il faut une alliance entre ces deux blocs-là. Et ces 2 blocs-là, aujourd'hui, il y a 2 postes de sénateurs à pourvoir, donc il y en a un pour chacun. Et je crois que c'est normal. Alors, est-ce que moi j'aurais préféré 2 sénateurs de la majorité présidentielle ? Bien évidemment, mais le fait politique est là. Une alliance avec les Républicains est nécessaire au niveau local et je crois qu'elle est bénéfique aussi au niveau national parce que n'oublions pas que pas de majorité à l'Assemblée nationale sans les Républicains et pas de majorité Parlement réuni puisque le Sénat est tenu par les Républicains aussi. Donc je crois que ça coule de source et c'est de bon sens cette alliance avec les Républicains. Ce que je vais vous demander, mais c'est bien vu à Paris aussi, majorité présidentielle des Républicains, ça leur pose pas de problème, ils n'auraient pas souhaité aussi qu'il y ait si possible 2 candidats Renaissance. Vous savez, si vous demandez à un aveugle s'il veut voir, il va vous dire qu'il veut voir. Mais après, il y a l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Il y a l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et les grands équilibres. Et en plus, je ne pense pas que le poste de sénateur supplémentaire pour la majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie fasse basculer la majorité au Sénat pour la majorité présidentielle. Donc après, c'est vrai que ça se négocie cher politiquement parce que ça serait quand même une concession de la majorité présidentielle aux Républicains. Mais tout ça peut rentrer dans un grand accord de gouvernance aussi. Eh bien, nous suivrons tout ça. Merci Nicolas Metzdorf d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.